Écho du Palais Toumaï, votre magazine grand format revient pour son 19e numéro. Notre fil conducteur, visite du président de la République en Italie, lancement très attendu du plan national de développement Tchad Connexion 2030, prise en charge de la dialyse et bien entendu la parole citoyenne. C'est parti. Tout d'abord, les faits, rien que les faits, retour sur la visite du président de la République en terre italienne et c'est avec Angal Toglok. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué la semaine dernière une visite de travail à Rome. Visite marquée par une intense activité diplomatique de très haut niveau. Sur le sol italien, le chef de l'État a pris part à la réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans un discours fort et sans détour, le chef de l'État a appelé à une mobilisation internationale réelle et durable contre le terrorisme qu'il qualifie de fléau planétaire né des désordres créés par les puissances. En marge du sommet, le président de la République s'est entretenu avec la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Mme Giorgia Meloni. Ensemble, ils ont convenu de redynamiser la coopération tchado-italienne, vieille de 50 ans. Le chef de l'État a proposé la création d'une commission mixte de coopération sectorielle et invité les investisseurs italiens à participer à la table ronde Tchad Connexion 2030 prévue à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre prochains. Le séjour romain du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a également été marqué par une audience historique au Vatican avec le pape Léon XIV. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Tchad et le Saint-Siège. Le président de la République a profité de cette rencontre pour inviter le souverain pontife à effectuer une visite au Tchad. La dernière, celle de Jean-Paul II, remontait à 35 ans. Invitation acceptée, ce qui marque un moment fort dans les relations entre N'Djamena et le Saint-Siège. Enfin, au nom du chef de l'État, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a rencontré la communauté tchadienne de Rome, à qui il a transmis un message d'unité, de patriotisme et de respect des lois du pays d'accueil. Le représentant du chef de l'État a confirmé que les démarches pour l'ouverture d'une ambassade du Tchad à Rome sont en cours. C'est donc une semaine diplomatique dense et symbolique qui s'achève, au cours de laquelle le Tchad a su faire entendre sa voix et affirmer sa place sur la scène internationale. Dans le sillage immédiat de la visite du président de la République à Rome, nous accueillons Monseigneur Edmond Djitangar Gotbe, archevêque métropolitain d'N'Djamena. Il nous aide à mesurer la signification de ces retrouvailles et les perspectives qu'elles ouvrent pour le Tchad. Pour nous catholiques, c'est un signe d'encouragement et que de bons rapports qu'il peut avoir avec notre chef spirituel, qui est le pape, mais c'est surtout une visite entre deux chefs d'État, puisque le pape est à la fois chef religieux et le chef d'un mini-État qu'on appelle le Vatican, le Saint-Siège, et donc qui a des relations normales avec tous les États du monde, et naturellement avec le Tchad, avec qui ils ont échangé des ambassadeurs. Donc l'ambassadeur auprès du Tchad, c'est le nonce apostolique. Il réside à la nonciature, mais c'est un ambassadeur représentant le Vatican auprès de la République du Tchad et vice-versa. Donc la rencontre entre les deux, c'est d'abord une rencontre entre chefs d'État et qui ont des relations bilatérales à examiner. Entre le Tchad et le Saint-Siège, il y a 10 ans, s'est conclu un document très important appelé l'accord entre la République du Tchad et le Saint-Siège sur le statut de l'Église catholique au Tchad. Et je crois que peu de pays
ont réalisé un tel accord. Et donc pour nous, les chrétiens catholiques du Tchad, c'est un signe de reconnaissance de la République du Tchad pour notre statut, pour notre situation dans le pays, pour notre engagement dans le pays. Et c'est tout à fait normal que quand nos chefs se rencontrent, ils évaluent comment l'application de cet accord-là, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, du développement humain en général. Bien, c'est d'abord une source de grande satisfaction de sentir que après pratiquement une trentaine d'années, c'est une invitation a été adressée officiellement au Saint-Père de venir visiter le Tchad. Et je crois aussi que c'est un signe d'attention que porte l'Église universelle, représentée par le pape, à la communauté catholique ici. Mais cette visite n'est pas simplement une visite religieuse, on appelle ça une visite apostolique. Cela veut dire que le pape vient s'enquérir de la vie, de la situation, de la relation de l'Église catholique, son engagement dans le pays, et il va rencontrer pas seulement les communautés catholiques, au niveau religieux, les célébrations, ce sera peut-être avec les communautés chrétiennes, mais il va rencontrer, que ce soit d'autres confessions religieuses, il va rencontrer le gouvernement, il va avoir un tête-à-tête avec le chef de l'État, ils vont parler, il va rencontrer le pays. Il vient vraiment à la rencontre de notre culture, de s'enquérir de notre vie commune au Tchad ici. Et c'est pour cela que cette visite demande une préparation de tout le monde. Puis, au niveau d'abord de l'Église catholique, nous nous préparerons en essayant vraiment de faire le point de développement de l'Église dans notre pays et comment est-ce que cette Église se développe en harmonie avec les autres confessions religieuses. Nous souhaitons tous, c'est la paix sociale, la paix dans les relations les uns avec les autres, les communautés, mais en même temps aussi cette volonté de vivre ensemble qui se développe, mais qui souvent aussi qui est freinée par des conflits intercommunautaires, de malversations des biens publics. Toutes ces choses-là, c'est des combats que nous devons mener ensemble pour que, quand le Saint-Père viendra, il trouve un pays où vraiment il y a un peuple qui fait des efforts d'être uni, qui fait des efforts de vivre dans le respect des droits et des droits particuliers des uns et des autres, et surtout un pays qui a souci de son développement social. Parce que beaucoup de conflits nous empêchent de nous occuper du développement de nos familles, de nos enfants, de la société, de nos institutions. Et je crois qu'on n'a pas les dates encore, mais d'ici là, si nous prenons à cœur que le pape trouve un pays uni, réconcilié, eh bien, dès maintenant, nous devons faire cet effort-là. À bref échéance, nous allons avoir une rencontre de tous les évêques de la région Afrique centrale. De la CEMAC, la zone CEMAC, nous appelons ça la CERAC. C'est l'association des conférences épiscopales du Tchad, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Centrafrique et du Congo-Brazza. Donc nous sommes une association d'églises et tous les 3 ans, nous nous retrouvons dans un pays pour vivre, partager la vie de ce pays-là, pas seulement la vie religieuse, mais la vie sociale, la vie économique, sentir vraiment comment nous sommes engagés à travers l'église locale dans la promotion et le développement de ces pays-là. Donc c'est à notre tour, donc, du 25 janvier au 1er février 2026, nous allons accueillir cette grande assemblée-là, plus de 150 participants. Et cela nous pose beaucoup de questions, des problèmes, des soucis, mais notre Église est en train de se préparer à accueillir cela. Et mon mot, c'est surtout d'appeler toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien nous venir en aide pour nous permettre d'accueillir de manière décente nos hôtes. Et en même temps aussi, c'est un test. Cet accueil-là, cette organisation-là, peut déjà être une préparation pour l'accueil du pape. Alors donc, nous allons mettre le paquet autant que possible pour que tout se passe bien. Ma prière tous les jours, c'est que les Tchadiens soient unis
et ensemble construisent un pays qui est beau. Ce pays de Toumaï que nous appelons fièrement devrait être un modèle d'intégration, mais peut-être que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et je prie pour que ceux qui ont la possibilité de changer les choses le fassent vraiment dans le sens de l'amour du pays. Dans Cuy-Dédou Chantier, à quelques jours du lancement du nouveau plan national de développement Tchad Connexion 2030, comment le secteur privé tchadien perçoit-il le PND? Est-ce réellement un passeport pour l'émergence? Quel espoir suscite-t-il à l'aube de la table ronde d'Abu Dhabi? Suivez. S'il est un secteur qui place beaucoup d'espoir dans le nouveau plan national de développement Tchad Connexion 2030, c'est bien le secteur privé tchadien. Premier concerné par les grandes orientations économiques du pays, il voit en ce plan un tournant décisif, peut-être même le déclic tant attendu. Porté par la vision du président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ce nouveau PND cherche ni plus ni moins à moderniser et transformer structurellement l'économie nationale. L'ambition est claire, diversifier, industrialiser et donner un nouveau visage au Tchad économique. Un objectif ambitieux mais pragmatique, ancré dans la réalité qui séduit naturellement le monde des affaires, conscient des enjeux et du virage historique que le Tchad s'apprête à opérer. Le secteur privé s'organise et se mobilise. À la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, les projets ont afflué. Ils sont étudiés, sélectionnés, affinés pour ne retenir que le plus viable. Un processus inclusif qui garantit une participation réelle des opérateurs économiques tchadiens et leur positionnement au cœur de la dynamique à venir. Son président, Ali Hadi Mohamed Seyid, assure d'ores et déjà une implication efficace et coordonnée du secteur privé national. Le PND est différent des autres PND que nous avons. Ce PND consiste à mettre en avant le secteur privé. Et donc, lors de la table ronde, ce sont des projets, au-delà des projets structurants proposés par le gouvernement, ce sont les projets présentés par le secteur privé qui seront financés. Il ne s'agit pas d'aller commander de l'argent, mais d'aller présenter aux partenaires des projets capables de nous permettre d'avoir nous-mêmes de l'argent, mais également de permettre aux partenaires de bénéficier en finançant notre projet. Donc en réalité, c'est d'aller vendre ces projets, d'aller convaincre les partenaires avec un projet bien monté, cohérent, mais également soutenu par un porteur de projet crédible, capable de mobiliser également sa contribution et soutenu par le gouvernement. Autre acteur clé, autre voix influente du secteur privé, le Conseil national du patronat tchadien, CNPT, sa voix est celle des entreprises, grandes et petites. Pour son président Bichara Doudoua, le PND est porteur d'un nouvel espoir, mais il doit surtout être le catalyseur de réformes structurelles, celui qui fera enfin sauter les verrous administratifs, freinant l'initiative et la compétitivité des entreprises tchadiennes. On pense que ce plan se démarque par son approche inclusive, sa structuration rigoureuse et son orientation vers des résultats mesurables. Et il propose une vision à long terme appuyée par des réformes. Il faut absolument derrière les pouvoirs publics. 3 axes qui sont essentiels. La modernisation des infrastructures, il y a les routes, énergie, télécommunications, des réformes fiscales et douanières pour plus de clarté et de transparence, le renforcement de la justice commerciale et de la sécurité juridique pour garantir un environnement propice aux affaires. Donc voilà les 3 axes. Cet enthousiasme collectif, cette confiance renouvelée reflète l'état d'esprit d'un monde économique en pleine mutation. Les investisseurs déjà présents sur le marché tchadien, à l'exemple des groupes BDT, CPL ou Mouf Africa, partagent le même constat. Tchad Connexion 2030 arrive à point nommé pour accélérer la dynamique qu'ils ont contribué à enclencher. Le PND va être discuté dans quelques semaines. Et c'est une opportunité extrêmement importante pour de nouveaux investisseurs, assurément,
mais également pour les opérateurs qui sont déjà sur le milieu économique tchadien. On sait tous qu'aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'a pas un secteur privé libre de fonctionner, efficace, performant et qui travaille avec la qualité. Le Tchad est un vaste espace agricole inexploité avec beaucoup de potentialités, surtout agro-pastorales, énergétiques et dans plein d'autres secteurs. Les potentialités, nous l'avons vu. Nous voyons les importations faites par le pays sur des denrées alimentaires, alors que c'est possible de le faire au Tchad. C'est un pays stratégiquement et géographiquement très intéressant. Il peut être vraiment un hub pour l'Afrique de sa localisation géographique. Et également, c'est un pays qui regorge de potentiel en termes d'agriculture, en termes de mines, qui peuvent contribuer à son développement. Mais attirer les capitaux ne suffit pas, il faut aussi créer les conditions pour les accueillir durablement, sécuriser les investissements. C'est tout le sens de l'action de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales AZES. À travers cette institution, c'est tout un nouveau modèle économique tourné vers l'efficacité et la compétitivité qui est proposé, renseigne sa directrice générale, Mme Kaï-Marie Roland. À travers les ZES, aujourd'hui, le Tchad est appelé à compétir avec les autres nations. Parce que comme vous le savez, nous avons assez de potentialités dans notre pays. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est pouvoir mettre de la valeur à nos produits. Le guichet unique de l'AZES est en quelque sorte l'interface entre l'administration centrale et les investisseurs. Donc ça, déjà, c'est une avancée majeure. Ailleurs, pour investir dans les ZES, on demande beaucoup d'argent pour les investisseurs et autres. Mais le Tchad, nous sommes arrivés à vraiment réduire le montant. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment la faisabilité des projets qui vont être développés dans nos zones. Donc, tout investisseur qui a un bon projet, qui veut développer dans les ZES au Tchad, les portes lui sont ouvertes pour cela. Aujourd'hui, aux côtés des institutions publiques, le secteur privé local se positionne comme un partenaire de premier rang pour les investisseurs internationaux. Tchad Connexion 2030 n'est donc pas perçu comme un énième plan, mais comme un changement de logiciel, un logiciel qui connecte toutes les contrées du Tchad, les idées et les capitaux. La table ronde d'Abu Dhabi constituera le premier test de crédibilité de cette ambition, mais une chose est sûre, sur le terrain, le monde des affaires tchadien est prêt à jouer sa partition, prêt à relever le défi, prêt à construire le Tchad de demain. Ils répondent au nom de Hawa, Antoine ou tout simplement patients, mais leur vie dépend des machines. Notre reporter Naïm Ahmad Baba nous amène dans l'unité de hémodialyse du centre hospitalo-universitaire de référence nationale et c'est dans la rubrique L'œil de l'équipe. La dialyse est un traitement onéreux. Il est destiné à la prise en charge des maladies rénales, en particulier l'insuffisance rénale chronique. Ce traitement est vital pour ces patients dont les reins n'arrivent plus à assurer leur fonction en temps normal, nécessitant par conséquence une assistance par ces appareils conçus à cet effet. Cette pathologie, moins répandue il y a quelques années, prend de plus en plus de l'ampleur au vu de la prolifération de certaines maladies moins fréquentes auparavant. Mais quelles en sont les causes? Dr Hawa Youssouf Seyd, médecin néphrologue au CHU-RN, explique. La première cause, c'est le diabète. Après, c'est l'hypertension artérielle. Mais chez nous, en Afrique et ici au Tchad, c'est plus l'hypertension artérielle qui vient au devant. Après, c'est le diabète. Et après, on a aussi d'autres maladies métaboliques telles que la goutte. La goutte au Tchad, elle est très fréquente et par rapport à notre alimentation. Et les autres causes aussi de la maladie rénale chronique, surtout chez les jeunes, c'est la prise abusive des médicaments, des anti-inflammatoires et surtout aussi la phytothérapie. Sans oublier aussi les maladies tropicaux telles que le paludisme, le VIH et l'hépatite. À l'unité d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire, la référence nationale CHU-RN, des patients affaiblis par la maladie, le regard interrogateur, attendent leur tour. D'autres en pleine séance se débattent entre la maladie et le manque de moyens, car la prise en charge de cette pathologie nécessite
des moyens financiers colossaux. Entre-temps, aides-soignants et médecins néphrologues sont aux petits soins afin de leur redonner espoir et sourire. Très affaiblis, d'autres ne pouvant s'exprimer sont sous la surveillance du personnel dont les yeux sont rivés sur les machines pour suivre l'évolution de leur traitement. Madame Ashta Mahamad, surveillante du service, explique le processus qui entoure la prise en charge du patient. Généralement, les malades font 2 fois par semaine les séances de 4 heures. Généralement, mais très rare, vu le nombre de machines que nous avons, cela ne nous permet pas de prendre tous les malades à 3 séances. La logique voudrait qu'on ait à 3 séances, mais avec 2 séances, avec un protocole de suivi par les médecins, le malade s'en sort avec 2 séances. Mais il y a des malades qui sont trop chargés avec une surcharge hydrique très avancée. Donc ces malades-là, les médecins le mettent sur un programme de 3 fois par semaine jusqu'à 1 à 2 mois, avant de revenir sur les séances de 2 fois par semaine parce que les places sont limitées. Et donc s'il faut donner à tous les malades 3 séances, cela causera un problème pour la prise en charge des autres malades qui sont dans le besoin d'être dialysés. Dr Hawa Youssouf Saïd, médecin néphrologue, relève quant à elle que le service éprouve des réelles difficultés quant à la prise en charge des patients. Il s'agit spécifiquement du manque de personnel formé à la prise en charge des maladies rénales ainsi que celui du matériel. Actuellement, depuis 2 ans, on a eu un don de 15 machines, dont récemment on était à juste 9 machines qui fonctionnaient. Mais depuis environ 2 à 3 semaines, il y a encore eu 3 machines qui ont été mises en fonction. Donc actuellement, au total, on a 12 machines qui fonctionnent sur les 15 machines qui sont présentes dans le service. Le traitement de l'hémodialyse, on parle juste, c'est un traitement de suppléance. Ça aide, mais ce n'est pas un traitement qui est définitif. Le traitement définitif, c'est la transplantation rénale. Donc là, je fais l'appel au gouvernement d'aider un peu à ouvrir vraiment un centre de transplantation rénale au Tchad. Donc comme ça, les patients qui ont une maladie rénale chronique seront guéris définitivement. Un autre défi est celui du coût excessif du traitement des dialyses, dont certains pans ne sont pas couverts par la gratuité, ce qui engendre une réelle pression financière sur les familles. Dans le renommement des machines à dialyse, il y a des vies suspendues, des rêves mis en pause, des familles ruinées financièrement. Pour cette édition, la rubrique Élan vous amène au chevet des patients et leurs proches, loin des statistiques. Découvrez les visages et les voix de ceux qui affrontent chaque jour une double peine, la maladie et son coût. Cette maladie d'insuffisance rénale là, nous prime beaucoup, on n'arrive plus à travailler comme avant. On est constamment fatigué et on est constamment à l'hôpital aussi. Ça fait qu'on n'arrive plus à faire nos activités comme avant. Sinon, Dieu merci, on a la prise en charge. Mais des fois, il y a des petits manquements. Des manquements comme pour des produits, pour des dialyses comme les eaux salées et les bétadines autres. Donc on est obligé de payer nous-mêmes les médicaments en cas de rupture. Il y a des examens à faire comme les NFS, le calcium, pour régulariser et pour maintenir le patient alerte. Des fois, on fait la dialyse et qu'on chute en matière de sang. Donc c'est quand le malade sent qu'il est essoufflé, d'abord il demande au docteur, je suis essoufflé, le docteur te donne un examen à faire comme le NFS. Mais normalement, le NFS doit entrer dans la prise en charge. En tant que maman d'une personne qui souffre d'une maladie rénale, spécialement hémodialysée depuis quelque temps, je crois que les difficultés sont essentiellement financières. On a du mal à acheter les médicaments. Le plus cher, c'est je dirais, le cathéter de dialyse. Et les examens sont récurrents, on revient le plus souvent sur la numération, la créatinine, l'urée, et puis et les examens d'urine, puis tout ça nous coûte un peu cher, je dirais. L'enfant n'arrive même pas à aller à l'école, il est là, souvent malade. C'est pas facile, un enfant de 10 ans se dialyse. Moi, mon enfant est trop petit.
Donc je demande au président à ce qu'il nous aide. Nous, on est souffrants, nous, on est des Tchadiens. C'est lui qui est notre père, c'est lui qui est notre tout. Donc il faut qu'il nous aide. On meurt chaque jour, il n'y a pas de place. Le malade vient, ils ne peuvent rien faire. Hein? Ils voient seulement le malade partir. Et chaque jour, il y a des cas de décès. C'est ici que s'achève ce 19e numéro d'Écho du Palais Toumaï, des couloirs du Vatican aux salles de dialyse en N'Djamena, en passant par les ambitions du secteur privé. Nous avons une nouvelle fois partagé avec vous les visages d'une nation en action. Un Tchad multiple et résilient dont nous avons l'honneur et la joie de vous raconter l'histoire semaine après semaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Thank you.